Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Dans cette vidéo, je vous propose un sujet d'examen et une expression écrite inspirée de Le dernier jour d'un condamné pour vous aider à mieux comprendre l'œuvre et à réussir vos devoirs. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des conseils précieux et des exemples concrets. Niveau baccalauréat, examen de français texte, chapitre 16. Je répète, le texte, c'est le chapitre 16 du roman Le dernier jour d'un condamné. Le texte. Je lis le texte. Pendant le peu d'heures que j'ai passé à l'infirmerie, je m'étais assis près d'une fenêtre au soleil. Il y avait, il avait reparu, ou du moins recevant du soleil tout ce que les grilles de la croisée m'ont laissé. J'étais là, ma tête pesante et embrasée dans mes deux mains, qui en avaient plus qu'elles n'en pouvaient porter, mes coudes sur mes genoux, les pieds sur les barreaux de ma chaise, car l'abattement fait que je me courbe et me replie sur moi-même, comme si je n'avais plus ni os dans les membres, ni muscles dans la chair. L'odeur étouffée de la prison me suffoquait plus que jamais. J'avais encore dans l'oreille tout ce bruit de chaînes des galériens éprouvait une grande lassitude de Bicêtre. Il me semblait que le bon Dieu devrait bien avoir pitié de moi et m'envoyer au moins un petit oiseau pour chanter là, en face, au bord du toit. Je ne sais si ce fut le bon Dieu ou le démon qui m'exauça, mais presque au même moment, j'entendis s'élever sous ma fenêtre une voix, non celle d'un oiseau, mais bien mieux, la voix pure, fraîche, veloutée d'une jeune fille de 15 ans. Je levai la tête comme en sursaut, j'écoutais avidement la chanson qu'elle chantait. C'était un air long et langoureux, une espèce de roucoulement de triste et lamentable. Voici les paroles. C'est dans la rue du Mail où j'ai été coltigé, maluré par trois coquins de rail. L'Irlanfa malurette sur mes ciques enfoncées. L'Irlanfa malurait, je ne saurais dire combien fut amer mon désappointement. La voix continua sur mes ciques enfoncées, malurait, ils m'ont mis la tartouve. L'Irlanfa malurette, grand meudon et tabourlet. L'Irlanfa maluret, dans mon trimain rencontre. L'Irlanfa malurette, un piègre du quartier. L'Irlanfa maluret, un piègre du quartier. Maluret, va-t-on dire à ma largue? L'Irlanfa malurette, que je suis entouré. L'Irlanfa maluret, malargue, tout en colère. L'Irlanfa malurette me dit, qu'as-tu donc morlifié?
L'Irlonfa Maluré me dit: qu'as-tu donc morfilé, Maluré? J'ai fait suer un chêne. L'Irlonfa Malurette, son auberge, j'ai enganté l'Irlonfa Maluré, son auberge et sa toquante, l'Irlonfa Malurette et ses attachats de C, et ses attachats de C, l'Irlonfa Maluré et ses attachats de C, Maluré, Malargu, pour Versailles, l'Irlonfa Malurette, au pied de sa majesté, l'Irlonfa Maluré, elle lui fonce un babillard, l'Irlonfa Malurette, pour me faire m'effourailler, l'Irlonfa Maluré, pour me faire défourailler. Maluré, ah, si j'en défouraillais, l'Irlonfa Malurette, Malargue, gentil ferait, l'Irlonfa Maluré, j'y ferai pour tes fontages. L'Irlonfa Malurette et souliers galuchés, l'Irlonfa Maluré et souliers galuchés, Maluré, mes grands daves qui se fâchent, l'Irlonfa Malurette, dit par mon caloquet, l'Irlonfa Maluré, j'y ferai danser une danse, l'Irlonfa Malurette, où il n'y a pas de plancher, l'Irlonfa Maluré, je n'en ai pas entendu et n'aurais pu en entendre davantage. Le sens à demi compris et à demi caché de cette horrible complainte, cette lutte du brigand avec le guet, ce voleur qu'il rencontre et qu'il dépêche à sa femme, cet épouvantable message: j'ai assassiné un homme et je suis arrêté. J'ai fait suer un chêne et je suis enfouraillé, cette femme qui court à Versailles avec un placet, et cette majesté qui s'indigne et menace le coupable de lui faire danser la danse où il n'y a pas de plancher, et tout cela chanté sur l'air le plus doux et par la plus douce voix qui ait jamais endormi l'oreille humaine. J'en suis resté navré, glacé, anéanti. C'était une chose repoussante que toutes ces monstrueuses paroles sortant de cette bouche vermeille et fraîche. On eût dit la bave d'une limace sur une rose. Je ne saurais rendre ce que j'éprouvais. J'étais à la fois blessé et caressé, le patois de la caverne ou du bagne, cette langue ensanglantée et grotesque, ce hideux argot marié à une voix de jeune fille, gracieuse, transition de la voix d'enfant à la voix de femme, tous ces mots difformes et mal faits, chantés, cadencés, perlés, ah, qu'une présence est quelque chose d'infâme. Il y a un venin qui est sali tout s'y flétrit, même la chanson d'une fille de 15 ans, vous y trouvez un oiseau. Il y a de la boue sur son aile, vous y accueillez une jolie fleur, vous la respirez, elle pue. L'étude de texte, la compréhension et l'analyse. Numéro 1. La question de la compréhension à choix multiples.
Où le narrateur se trouve-t-il au début de cet extrait? A. Dans sa cellule habituelle. B. Près d'une fenêtre à l'infirmerie. C. Dans la cour de la prison. D. Dans la chambre du bourreau. Question 1. Où le narrateur se trouve-t-il au début de cet extrait? A. Dans sa cellule habituelle. B. Près d'une fenêtre à l'infirmerie. C. Dans la cour de la prison. D. Dans la chambre du bourreau. La réponse, c'est B. Près d'une fenêtre à l'infirmerie. La première phrase indique clairement: pendant le peu d'heures que j'ai passé à l'infirmerie, je m'étais assis près d'une fenêtre. Question 2. De la compréhension. Vrai ou bien faux? Le livre que le narrateur lit raconte l'histoire d'un homme qui ne voulait pas mourir. Vrai ou faux? Question 2. Le livre que le narrateur lit raconte l'histoire d'un homme qui ne voulait pas mourir. Vrai ou faux? La réponse, c'est faux. Le narrateur précise: c'était une vieille histoire touchante et naïve d'une jeune fille qui ne voulait pas mourir. Question 3. Question ouverte. Qu'est-ce qui est émeut le narrateur aux larmes dans l'histoire qu'il lit? Question 3. Qu'est-ce qui émeut le narrateur aux larmes dans l'histoire qu'il lit? La réponse. Ce qui émeut le narrateur aux larmes est l'agonie de la jeune fille qui ne voulait pas mourir. Elle est touchée par son attachement à la vie, autant plus lorsqu'on est jeune et plein de vitalité, mais son agonie m'avait ému aux larmes que nous tenons à la vie. Mon Dieu, quand on est jeune, quand on a du soleil dans les veines. Question 4 de la compréhension. Relevez dans le premier paragraphe une expression qui montre l'importance de l'instinct de suivre pour le narrateur. Question 4. Relevez dans le premier paragraphe une expression qui montre l'importance de l'instinct de suivre pour le narrateur. De l'instinct de suivi pour le narrateur. Je répète la question 4. Relevez dans le premier paragraphe une expression qui montre l'importance de l'instinct de suivi, l'instinct de suivi pour le narrateur. La réponse, l'expression qui montre l'importance de l'instinct de suivi est l'instinct de la conservation est le plus impérieux de tout. La question 5. Quelle analogie le narrateur établit-il avec l'araignée? Pourquoi cette analogie est-elle significative dans le contexte de sa situation? Question 5. Quelle analogie le narrateur établit-il avec l'araignée? Pourquoi cette analogie est-elle significative dans le contexte de sa situation? La réponse. Le narrateur établit une analogie entre l'araignée qui tente de reconstruire sa toile après sa construction et son propre désir de vivre face à la mort. Cette analogie est significative car elle met en évidence l'universalité de l'instinct de suivi, même chez une petite créature, tout comme l'araignée persévère malgré l'adversité. Le narrateur, bien que condamné, montre une profonde appréciation pour la vie.
Question 6. Question ouverte. Quel sentiment dominant se dégage de la description de la fenêtre de la chambre du bourreau? Justifiez votre réponse avec les éléments du texte. Question 6. De l'analyse du texte. C'est une question ouverte. Quel sentiment dominant se dégage de la description de la fenêtre de la chambre du bourreau? Justifiez votre réponse avec les éléments du texte. La réponse: un sentiment d'angoisse et de présage funèbre se dégage de la description de la fenêtre de la chambre du bourreau. Les expressions lugubre, façade et mauvaise étoile qui brillait sur mon dernier sommeil créent une atmosphère sombre et menaçante associant la fenêtre à la mort imminente du narrateur. Le fait qu'elle soit la dernière éclairée renforce cette idée de fin inéluctable. Question 7 de l'analyse. C'est une question ouverte. Comment le narrateur imagine-t-il l'homme derrière la muraille? Quel détail souligne le contraste entre cet homme et le narrateur? Question 7 d'analyse. Comment le narrateur imagine-t-il l'homme derrière la muraille? Quel détail souligne le contraste entre cet homme et le narrateur? La réponse: le narrateur imagine l'homme derrière la muraille comme quelqu'un qui pense froidement à son travail de mort, qui aiguise l'instrument fatal avec un regard froid et un front soucieux. Les détails qui soulignent le contraste avec le narrateur sont que le bourreau va se coucher, dormir d'un sommeil profond et tranquille, tandis que le narrateur sait qu'il ne dormirait pas. Cela met en lumière l'injustice de la situation où celui qui donne la mort pour trouver le repos, tandis que celui qui va la subir est plongé dans l'angoisse. Question 8 d'analyse. Identifiez la figure de style présente dans la phrase. On aurait dit une mauvaise étoile qui brillait sur mon dernier sommeil. Quel est son effet? Question 8. Identifiez la figure de style présente dans la phrase. On aurait dit une mauvaise étoile qui brillait sur mon dernier sommeil. Quel est son effet? La réponse: la figure de style présente est une comparaison. Elle utilise l'expression on aurait dit pour établir un parallèle entre la fenêtre éclairée du bureau et une mauvaise étoile. L'effet de cette comparaison est de renforcer le sentiment de mauvais présage et de fatalité associé à cette fenêtre, symbolisant la mort imminente du narrateur. Question 9, toujours d'analyse. Quel thème fondamental de la littérature est abordé à travers la réflexion du narrateur sur l'attachement à la vie et la figure du bourreau? Question 9 d'analyse de jour. Quel thème fondamental de la littérature est abordé à travers la réflexion du narrateur sur l'attachement à la vie et la figure du bourreau? La réponse: le thème fondamental abordé est celui de la condition humaine face à la mort. Le texte explore l'instinct de suivi, la peur de la mort et la confrontation avec l'injustice du sort. La figure du bourreau, indifférent au sort du condamné, contraste avec le désir profond
de vivre exprimé par le narrateur et même par l'araignée. Question 10. D'analyse toujours. Quel est le ton général de cet extrait? Justifiez votre réponse. Question 10. Quel est le ton général de cet extrait? Justifiez votre réponse. La réponse. Le ton général de cet extrait est mélancolique et introspectif. Le narrateur est plongé dans ses pensées et ses émotions face à sa situation. Des expressions comme touchante et naïve, émue, aux larmes, pauvre bête, lugubre, façade, mauvaise, étoile. Oh, que la vie est quelque chose de profonde et d'inconnu, témoigne d'une profonde tristesse et d'une méditation sur la vie et la mort. Question 11. Sur la langue, la grammaire. Analysez la structure de la phrase. Le hasard avait mis à sa portée un livre ouvert. Identifiez le sujet, le verbe et les compléments. Question 11. Analysez la structure de la phrase. Le hasard avait mis à ma portée un livre ouvert. Identifiez le sujet, le verbe et les compléments. La réponse, le sujet, c'est le hasard. Le verbe avait mis, c'est un temps plus que parfait de l'indicatif voix à la voix active. Le complément d'objet direct, un livre ouvert. Le complément circonstanciel de lieu ou de manière à ma portée. Question 12. Sur la langue, le vocabulaire. Expliquez le sens du mot limoneuse. Dans la phrase, la Seine coulait à mes pieds. Limoneuse est pleine de reflets. Question 12. Expliquez le sens du mot limoneuse. Dans la phrase, la Seine coulait à mes pieds. Limoneuse est pleine de reflets. La réponse. Le mot limoneuse signifie que la Seine était chargée de limon, c'est-à-dire de sédiments fins. Debout, cela donne une image d'une eau trouble et terreuse. La question 13. La langue, maintenant la conjugaison. À quel temps et à quelle personne est conjugué le verbe filer dans la phrase? J'ai vu une araignée qui filait sa toile à ma lucarne. Question 13. Sur la conjugaison, à quel temps et à quelle personne est conjugué le verbe filer dans la phrase? J'ai vu une araignée qui filait sa toile à ma lucarne. La réponse. Le verbe filer est conjugué à l'imparfait de l'indicatif à la troisième personne du singulier qui reprend une araignée. La question 14. La langue, l'accord. Justifiez l'accord de l'adjectif ouverte dans l'expression un livre ouvert. Justifiez, je répète la question 14, justifiez l'accord de l'adjectif ouverte dans l'expression un livre ouvert. La réponse, l'adjectif ouvert s'accorde en genre féminine et en nombre singulier avec le nom qu'il qualifie, livre, qui est un nom masculin singulier. L'accord devrait donc être au masculin singulier. Un livre ouvert. Il y a une erreur dans le texte original. Question 15. La langue, le niveau de langue. Quel niveau de langue domine dans cet extrait? Justifiez votre réponse en relevant quelques caractéristiques linguistiques. Question 15.
sur le niveau de langue. Quel niveau de langue domine dans cet extrait? Justifiez votre réponse en relevant quelques caractéristiques linguistiques. La réponse, le niveau de langue qui domine dans cet extrait est le niveau de soutenu, occurrence soutenue. On observe plusieurs caractéristiques. Un vocabulaire précis est parfois recherché. Impérieux, poindre, lucarne, daille, lugubre, façade, fatale, difforme, sangle, pavé, déconstruction de phrases complexes, utilisation de propositions subordonnées qui filaient sa toile, qui pensaient à son œuvre, des enchaînements logiques. L'absence de marques typiques de langue familière comme les abréviations, les interjections grossières ou une syntaxe relâchée, d'expression de sentiments profonds et une réflexion philosophique qui sont souvent associés à un niveau de langue plus élevé. Maintenant, on passe à la production écrite. Je lis le sujet. Le narrateur exprime un fort attachement à la vie, malgré sa situation désespérée. Pensez-vous que cet instinct de conservation est la force la plus fondamentale chez l'être humain? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif d'une quinzaine de lignes en vous appuyant sur des exemples et des arguments cohérents. Je relis le sujet. Le narrateur exprime un fort attachement à la vie, malgré sa situation désespérée. Pensez-vous que cet instinct de conservation est la forme est la force la plus fondamentale chez l'être humain? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif d'une quinzaine de lignes en vous appuyant sur des exemples et des arguments cohérents. Les critères de la correction, conformité à la consigne d'écriture et la cohérence de l'argumentation, puis la correction de la langue, et on passe maintenant à la correction de la production écrite qui est possible. Face à des situations désespérées que dépeignent souvent les œuvres littéraires, la question de la primauté de l'instinct de conservation chez l'être humain se pose avec acuité. Est-ce que cette force qui nous anime le plus fondamentalement, même lorsque tout semble perdu, l'expérience de personnages confrontés à la mort nous offre des pistes de réflexion? Dans le dernier jour d'un condamné, le narrateur, malgré l'inéluctabilité de son sort, s'attache avec une précision douloureuse à chaque instant de sa vie. Notant ses sensations physiques et ses angoisses morales, cette obsession du détail, cette volonté de laisser une trace de son existence jusqu'à la dernière minute témoigne d'un lien profond avec la vie, même lorsque celle-ci ne tient plus qu'à un fil. Cet acharnement à observer et à consigner ces derniers moments suggère une force vitale, intrinsèque, une résistance à l'anéantissement. Cependant, des figures comme Antigone, qui choisit la mort ou non de ses convictions, pourraient sembler contredire cette idée.